Dans la vie, on a toujours le choix. Dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. J'écoute. Comment vous vivez ce que je suis en train de dire? Ce que ça vous fait? Comment ça vous impacte? Est-ce que c'est juste pour vous? Et dans ce regard qu'on a là envers l'autre, même si vous ne me regardiez pas d'ailleurs, même si je ne vous regardais pas, je peux vous ressentir. La justice, ça a à voir avec des lois, une application de loi. Alors que la justesse, ça a à voir avec un équilibre, une harmonie. Mais cette idéologie est une idéologie de tyran, que l'on peut voir aujourd'hui dans toute société. Alors faites très attention à vos idéologies, à vos dogmes, parce qu'ils finissent par vous gouverner. Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets et ont envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de plusieurs sujets suite à l'interview que j'ai fait avec Amélie. Et le sujet numéro 1 que j'avais envie de vous parler, c'est pourquoi changer est essentiel et naturel. C'est un des sujets qu'elle évoque, le changement, et qui est, quand on parle du facteur humain, la difficulté de cette capacité à changer. Alors que de mon point de vue, changer est naturel. Mais souvent, c'est à quel rythme? Je reviendrai dessus. La reconnexion au vivant, c'était un de ces thèmes aussi essentiels, la reconnexion au vivant. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le vivant? C'est quoi se reconnecter? Troisième sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est un leadership joyeux. C'est quoi un leadership joyeux? Et le quatrième thème pour moi, ça parle de l'expérience. Rien ne vaut l'expérience. Rien ne vaut l'expérience. Et puis le dernier sujet, c'est un de ces sujets qui est cultiver la joie dans l'engagement. C'était sa conclusion. Bien sûr, je vais en profiter pour faire des liens avec l'interview qu'on a eue ensemble avec Amélie. Et je finirai comme d'habitude par un conte qui s'appelle Les Rejetons de Longbu. Parce que je pense que si on parle de nature, si on parle du vivant, je pense que le conte qui convenait le mieux, c'était celui des rejetons de Longbu. Longbu, c'est un arbre fantastique argentin, voilà, qu'on trouve sur les vieilles places des villages. Et puis les trois citations qui vont nous porter pendant cette traversée que j'utilise, c'est « Dans la vie, on a toujours le choix ». Dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant, nous disait Nelson Mandela. Et puis j'aime bien cette phrase aussi de Franck Picard qui dit « La réussite appartient à tout le monde, c'est au travail d'équipe qu'en revient le mérite ». La réussite appartient à tout le monde et c'est au travail d'équipe qu'en revient le mérite. Et je pense que c'est très juste dans tout ce qu'on parle, dans tout ce qui concerne le vivant. Et dans un de mes livres, je disais simplement que la capacité d'émerveillement, c'est la racine même de notre énergie vitale. La capacité d'émerveillement est la racine même de notre énergie vitale. Et je vous invite à rester émerveillé, à rester éveillé comme des enfants. C'est comme ça qu'on arrive à trouver des solutions quand on pense que c'est terminé. Et dans un monde dans lequel aujourd'hui, il y a plus de dystopie que d'utopie, on est plus centré sur « waouh, comment ça va mal aller ?» plutôt que d'envisager, de rêver, de potentiellement s'envisager, même s'il y a plein de raisons de voir qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Et le but, ce n'est pas de faire du déni, mais d'encore espérer, pas dans le sens rêver et ne rien faire, mais de se projeter. Alors, pourquoi changer est essentiel et naturel? Et je vous disais, ce qui compte, c'est le rythme, parce que je suis toujours étonné à quel point nous racontons que changer est compliqué. On passe son temps à m'expliquer que les humains ne sont pas faits pour changer. Mais c'est pas vrai. Quand on regarde en 60 ans, là, les changements qu'on a dû vivre,
mais c'est un truc de grand malade. L'évolution que l'homme a dû faire, aujourd'hui, même il court après ses propres évolutions technologiques qu'il a inventées. La majorité ou quasiment la totalité des humains sont incapables de suivre toutes ces évolutions. Donc, je pense sincèrement que les évolutions qu'on a créées, les changements qu'on a créés sont juste énormes. Donc, croire qu'on n'évolue pas, alors que tout bouge. La planète bouge, on est nous-mêmes sur un système de révolution, hein, sur nous-mêmes, autour du Soleil, dans une galaxie qui elle-même bouge. En fait, rien n'est statique. Ce qui est statique, c'est ce qui périclite, ce qui meurt. D'accord ? Et même la mort fait partie de la vie, c'est un moyen d'enrichir la vie. Hein. Nos déchets sont, alors je parle de déchets naturels, nos déchets naturels sont naturellement reproduits dans la vie, repris dans la vie. Donc, et puis on peut souvent s'apercevoir que quand comme un adulte meurt ou une personne âgée meurt, il y a souvent un enfant dans la même famille qui naît. Et donc tout ça, c'est ça le cycle de la vie. Et donc je crois profondément que si on prend conscience que changer est naturel, ça ne veut pas dire que tous les changements, on a envie de les faire. Bien sûr, il y a beaucoup de changements qui sont subis. Et puis certains, s'il n'y avait pas la vie qui nous amenait à changer, on ne bougerait pas, bien sûr. Parce qu'il y a une forme de zone de confort dans laquelle on devrait travailler à sortir ou à s'habituer à sortir, et on n'a pas l'habitude. Donc ça peut être compliqué. Mais en même temps, ce qui me paraît le plus important, c'est que dans tout ce qui vit, c'est qu'il y a un rythme. Comme un enfant qui grandit, on pourrait s'apercevoir que beaucoup d'enfants, ou d'adolescents d'ailleurs, ne grandissent pas pendant le système scolaire, mais juste pendant les vacances. D'autres vont grandir et avoir du mal à l'école, et puis après ça marchera mieux après, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc il y a un rythme. Et donc il faut accepter que chacun peut faire une part, même si de votre point de vue, vous pensez qu'il y a une chose à faire, peut-être que c'est votre truc à vous. Alors faites-le. Et vous êtes l'agent du changement sur cet aspect-là. Et d'autres le seront sur d'autres plans. Parce que croire qu'on peut changer sur tous les plans, c'est faux. Et même si peut-être que vous êtes capable de changer sur beaucoup de plans, eh bien super, continuez, c'est votre talent, c'est votre aptitude. Et certaines personnes sont capables de vivre des traumatismes et de encore s'adapter, d'autres pas. Et donc, le but, c'est d'accepter, de comprendre que par moment, il y a des effets de boule de neige, il y a des effets de changement qui vont être nécessaires. Par exemple, quand on parle d'écologie ou quand on parle de changement, par exemple, le sujet de la diversité, la biodiversité en particulier, qui est le vrai sujet plus que seulement le climat. Eh bien, on a encore une incapacité, on commence à comprendre que le climat, il y a un vrai souci, mais on n'a pas encore compris que la biodiversité, c'est le vrai sujet. Et donc, en conséquence, quand on parle de changement, en fait, c'est pas seulement de s'adapter, c'est même, par moments, on peut être en avance. Et certaines personnes sont en avance sur leur temps, je sais pas, en art, en littérature, en sport. Et sur des sujets qui sont en avance sur leur temps. Quand on lit certaines personnes, on s'aperçoit qu'ils avaient déjà prédit des choses qu'on vit aujourd'hui, si on est, je sais pas, des écrits de Barjavel, et ainsi de suite. Donc, une partie d'entre nous a du mal à comprendre que être dans son temps fait que des fois, déjà, on est en retard, ou on peut être en avance. Donc, ce qui compte, c'est le rythme à laquelle on continue à changer. Parce que tout en moi évolue, tout en moi change. Je vieillis, par exemple, je grandis, à mon âge, non, plus tellement. Mais des choses changent. Oui, mon caractère ne change pas tant que ça, bien sûr. Mais je peux quand même affiner des choses, amoindrir des choses, augmenter des choses, oser être davantage moi-même. Et donc, ces petits changements successifs amènent des changements énormes. Et souvent, on a peur de changer d'un seul coup. Mais en fait, c'est presque pas naturel. L'homéostasie, le système qui est à l'intérieur de moi, fait que je ne bouge que de 5% potentiellement. Donc, je ne change pas profondément, mais si je bouge 5% tous les jours, eh bien, au bout de 20 jours, à peu près,
là, quasiment l'ensemble est renouvelé. Rappelez-vous, ce qui compte, c'est pas la vitesse, mais c'est le rythme. Un peu comme si vous dansez, il y a un rythme. Et vous tenez le rythme, c'est très inconscient. Et si vous êtes en musique, vous tenez le rythme, c'est inconscient. Mais vous êtes dans ce rythme-là. Donc peut-être que vous êtes un bassiste ou un batteur, ceux qui font vraiment le rythme, ou bien vous êtes celui qui improvise, celui qui chante, celui qui joue de la guitare ou d'autres instruments encore, et qui viennent se mettre sur ce rythme. C'est quoi votre aptitude? C'est quoi votre capacité pour permettre aux autres de continuer à évoluer, à bouger? Alors le deuxième sujet, c'était la reconnexion au vivant. Comment on se reconnecte au vivant? Pour moi, il y a quelque chose d'assez simple, c'est se reconnecter, ça veut dire que je me suis déconnecté. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on se déconnecte? Essentiellement la pensée. Être ailleurs, en fait. Être pas dans le moment présent. Et donc, dès que je suis dans mes pensées, souvent je suis ou dans le futur, en anticipation, ou dans le passé, mais ça peut être dans la nostalgie, la mélancolie si c'est une maladie, ou tout simplement dans le souci aussi de ce qui est en train de se vivre. Est-ce que je l'exagère? Est-ce que j'en profite? Mais souvent, je ne suis pas dans le présent. Et donc, je ne suis même pas dans la respiration. La respiration, peu importe qu'on va au premier sens du terme, c'est respirer. Et prendre le temps d'inspirer le vivant qui est à l'extérieur de moi et de faire vivre mon corps par la respiration. Mais ça peut être aussi tout simplement se reconnecter à ce que je suis en train de vivre. Là, comment je suis là? Est-ce que je suis bien? Est-ce qu'il y a une gêne? Est-ce que je suis présent à ce que je suis en train de vous dire? Je suis présent à vous. Et une bonne partie des gens parlent, mais ils sont présents à leurs idées. Ils suivent leurs idées. Quand vous leur parlez, ils écoutent les idées que vous émettez et qui fait écho avec les leurs pensées, leurs croyances. Ça, c'est pas être connecté. Pas être connecté à eux déjà, pas être connecté à vous. Ils sont connectés qu'à leurs pensées, c'est une toute petite partie d'eux. Et encore, est-ce que leurs pensées sont vraiment à eux, qu'à eux? Peut-être des pensées des autres qu'ils ont fait les leurs, mais qui ne sont pas vraiment essentielles. Donc se reconnecter au vivant, c'est se reconnecter au moment présent. C'est se reconnecter à soi, à ce qui vit dans l'instant. Et pour ça, souvent, par exemple, c'est comme jouer avec un enfant. Si vous ne jouez pas, il vous dit, je ne sais pas si c'est mon fils, il va dire, papa, tu fais quoi? C'est à toi, c'est ton tour. Parce que vous êtes ailleurs. Vous n'êtes pas présent. C'est comme au téléphone, vous savez, quand à distance, même si vous ne voyez pas la personne, elle ne vous écoute pas. Elle fait autre chose. Bien sûr, il y a des personnes à qui vous pourriez parler au téléphone et faire oui, 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 et puis que, de toute façon, elles ont tellement besoin de parler elles-mêmes qu'elles s'écoutent parler, elles ne vous écoutent pas dans la conversation. Alors que là, si vous étiez face à moi, j'écoute comment vous vivez ce que je suis en train de dire. Ce que ça vous fait. Comment ça vous impacte. Est-ce que c'est juste pour vous? Et dans ce regard qu'on a là envers l'autre, même si vous ne me regardiez pas d'ailleurs, même si je ne vous regardais pas, je peux vous ressentir. Nos silences sont évocateurs. Donc se reconnecter au vivant, c'est se reconnecter à la partie vivante de moi, et elle n'est que dans le moment présent. Exactement comme être en contact avec tout ce qui vit, et on a une incapacité souvent, je dis nous, on, parce que c'est un peu générique, et je peux me mettre dedans, parce que par moments je suis dans ma tête, par moments je ne suis pas présent à ce qui est. Et est-ce que je suis présent à tout ce qui est? Waouh, non, sûrement pas. À tout ce que... le grain de sable que je suis sur cette terre, et puis dans l'univers, et dans le cosmos, waouh. Non. Je n'ai pas la conscience de tout. Mais est-ce que je peux augmenter ma propre conscience à moi? Et donc la notion de se reconnecter au vivant, c'est une notion fondamentale pour apprendre à mieux vivre avec ce qui est et à être en accord avec soi, en accord avec notre temps. Ça ne veut pas dire être d'accord, mais en accord dans le sens s'accorder. Comme ça, on peut jouer ensemble, faire des choses ensemble, comme si on était dans une partition non écrite, comme du jazz, et dans lequel on a juste un thème, et on va jouer dans ce thème.
Et plus je vais être capable d'improviser et de jouer là-dedans, et plus je vais être capable de m'adapter à ce qui est vivant. Et c'est pour ça que je vous ai parlé aussi de leadership joyeux, parce que le leadership joyeux, leadership, c'est donc cette capacité d'entraînement, d'amener les autres à faire des choses, d'amener les autres à bouger, et peut-être à changer, peut-être à les inspirer, peut-être à les faire s'engager, peut-être à ce qu'ils se fixent des challenges qui ne se seraient pas fixés. C'est pas moi qui les challenge, c'est eux qui se challengent. Et donc, le leadership joyeux, c'est arriver à le faire avec relâchement. Arriver à le vivre avec spontanéité. Arriver à le vivre avec un sourire profond. Avec la cohésion dans une équipe. Avec, je sais pas, on peut mettre de l'intelligence collective, on peut mettre beaucoup de choses dedans, mais au fond, avec ce qui est, avec le vivant, dont je parlais tout à l'heure. Donc, se reconnecter à ce qui vit autour de moi. Donc, si c'est une équipe, si c'est, je dirais, du vivant comme des arbres, des plantes ou des animaux, mais tout ce qui vit. Et pour moi, le leadership joyeux, ça a à voir avec ça. Et donc, la pratique que j'ai, notamment avec les animaux, en éco-coaching, ou le travail qu'on fait avec les éléphants, ou d'autres animaux encore, chaque fois, c'est empreint de ce leadership joyeux. Un animal a toujours en plus envie de suivre ou d'aller avec, c'est-à-dire en collaboration, comme quand on marche avec un ami, si on est joyeux. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être triste. Une fois de plus, la joie et la tristesse peuvent être ensemble, ils peuvent s'accompagner, mais ça peut être aussi deux faces de la même médaille. Moi, j'aime bien dire comme un élastique commun dans lequel, quand on accepte ses grandes tristesses, on peut accepter ses grandes joies plus facilement, ou accepter de vivre des plus grandes joies. Et donc, le leadership joyeux, c'est cette capacité à emmener des gens, même quand ça ne va pas, et trouver encore du positif dans ce qui est, ou des moyens d'espérer, ou d'envisager peut-être quelque chose d'utopique encore, mais utopique ne veut pas dire inaccessible, parce que la grande majorité des utopies d'un autre siècle existent aujourd'hui. Il y a des gens qui ont eu pour utopie d'avoir juste des vacances. Aujourd'hui, ça paraît une évidence. D'autres, de pouvoir manger à leur faim. Et pour eux, c'est aujourd'hui une évidence, en tout cas pour leur famille. Bien, même si aujourd'hui, il y a encore plein d'endroits où les gens ne mangent pas à leur faim, j'en suis bien conscient. Mais je ne crois pas que c'est en faisant la gueule ou en étant consterné, et je l'ai pu le voir en accompagnant des gens qui étaient malades, gravement malades, en fin de vie, à quel point la joie que j'apportais, c'est ce qu'ils attendaient. Et pas quelqu'un qui vient les plaindre. Parce que ça donne le sentiment que c'est terminé. Voilà. Et même si des fois c'est difficile, j'ai vu dans les yeux la peur de mourir. Je ne sais pas comment je serai, moi, le jour où ça m'arrivera. Mais j'espère que je me rappellerai de ça. Mourir les yeux ouverts, comme disait Adrien, dans les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, mais aussi parce que regarder, accepter ce qui vient. Et dans cette joie intérieure qui n'a rien à voir avec se marrer tout le temps, même si, bien sûr, rire fait partie pour moi des choses essentielles de la vie. C'est un moyen de se décontracter, de se détendre, de créer de la complicité. Tout ça, c'est ce qui va permettre que, peu importe où vous êtes dans votre entreprise, dans vos challenges du quotidien, dans les moments difficiles de votre vie, eh bien, vous puissiez vous inspirer de gens qui ont un leadership joyeux, ou vous-même être de cela. Parce que je sais que le leadership grincheux, ça ne fonctionne pas. Si vous avez essayé le leadership grincheux, c'est compliqué. Alors, rien ne vaut l'expérience. Je disais tout à l'heure, je crois qu'il y a une phrase de Confucius qui dit que l'expérience, c'est comme une lanterne portée par celui qui avance et qu'elle n'éclaire que celui qui porte cette lanterne. C'est-à-dire que mon expérience, effectivement, ne sert pas à mes enfants, sauf si ils en ont eux-mêmes
vécu une partie des conséquences. Par exemple, j'en sais rien, j'ai été en faillite et que mes enfants se disent waouh, la faillite nous a coûté cher. Est-ce que derrière j'oserais entreprendre, ou si j'entreprends, je ferai attention à blablabla. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement. Si l'enseignement, je vais pu le transférer, l'expérience peut être utile à d'autres. Mais sinon, votre expérience n'est que votre expérience. Sinon, pourquoi autant de gens ont encore besoin de toucher le feu pour voir que ça brûle? Et c'est pas parce que j'ai été amoureux que tu comprends si j'explique à mes enfants ce qu'est l'amour. Je parle du mien. Je parle de mes expériences d'amour. Et je vois bien qu'à chaque fois, ce n'est pas exactement la même chose. Donc l'expérience, si on parle vraiment de choses essentielles comme l'amour par exemple, si vous vous rappelez que l'amour, ça naît d'une conjonction de deux choses, entre la confiance et la joie. La confiance et la joie, ça donne de l'amour. La confiance et la joie et l'anticipation, ça donne de l'optimisme. C'est-à-dire penser que ça peut aller dans la vie. Voilà. Deux opportunités qui viennent de l'expérience, parce que la confiance ne naît que de l'expérience. La confiance ne naît que d'expérience. Et donc, je peux pas, la confiance ne se déclare pas, ne se décide pas. Je peux essayer de dire, ouais, je vais te faire confiance. Ouais, mais en fait, c'est parce que j'ai un acquis qui me permet de te faire confiance. Sinon, c'est fake, c'est construit, ça marche pas. Et d'ailleurs, beaucoup de gens disent que la confiance ne s'achète pas. Elle se mérite. Mais on ne se connaît pas. Comment je vais mériter ta confiance? C'est d'abord la confiance en soi-même qui m'autorise à avoir confiance en l'autre. Si j'ai beaucoup été trahi dans ma vie, c'est qu'une partie de moi se rappelle que j'ai une incapacité de discernement dans certaines situations, pas dans toutes situations, mais dans certaines situations. Et ces situations-là, c'est celles-là qui m'empêchent d'avoir confiance en moi. Et qui m'empêchent donc d'avoir confiance en l'autre dans ces situations-là. Et sinon, je vais reproduire indéfiniment ces trahisons. C'est-à-dire que je vais être hyper contrôlant tout le temps, et puis dès que je vais laisser les gens dans ma sphère intime, du jour au lendemain, je dis souvent, c'est comme si vous donniez votre carte bleue à ces personnes-là. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu as donné le code en plus? Tu as donné les clés de ta maison en plus? Avec la voiture, tout ça? Faut vraiment que tu aies une confiance totale. Et en fait, on est passé d'une contrôle freak, un contrôle total, à zéro contrôle. Non, je pense que c'est bien de... Voilà. Et ça naît de votre expérience. Et on pourrait trouver tellement de cas, mais c'est pour ça que l'expérience du changement, si on revient au sujet qui est de s'adapter au vivant, de s'adapter à la situation, de s'adapter au climat, de s'adapter aux problèmes de biodiversité, de s'adapter à peut-être aussi le dernier sujet qui est de cultiver sa joie, eh bien, c'est votre expérience, votre confiance qui va s'instaurer petit à petit grâce à cette expérience et qui vous permet de dire si c'est possible. Mon expérience sait que c'est possible. Ça ne veut pas dire que vous savez encore comment. Mais si vous commencez à espérer, ou à regarder, ou à chercher, parce que vous allez donc attirer votre cerveau, attirer tout le système, je dirais, ancien, reptilien, à repérer les signaux qui fait que vous allez vous adapter. Cultivez la joie. Cultiver la joie dans l'engagement, je vous disais. Et qu'est-ce qui est important pour moi dans cette phrase que Camélie nous a proposée en conclusion, c'est l'engagement, déjà, l'engagement. Moi, c'est un mot, j'étais un hyper engagé quand j'étais enfant, quand je me suis marié. Waouh, premier mariage. J'ai fait signer, je pense que j'étais un grand malade. Bien sûr que j'avais des témoins, j'en avais 6, enfin 3 de mon côté, 3 du côté de mon épouse de l'époque, et j'ai demandé aux 200 personnes qui étaient là de signer notre engagement. On avait écrit une charte d'engagement, on va dire, entre nous. J'ai fait signer tout le monde. Je suis un hyper engagé, c'est-à-dire que me désengager était quelque chose d'impossible. C'était me renier. Et j'ai pris conscience que l'engagement n'a de sens que s'il est... Il ne peut pas être au-dessus de l'intégrité.
que s'il me permet de rester intègre. Mais si l'engagement que j'ai pris est, on pourrait dire, quel serait le terme juste, une sorte de désintégration de moi, à ce moment-là, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est plus de l'engagement, c'est de la loyauté aveugle à un principe, à une personne, à une situation. Et ça demande une fidélité que l'autre, vraisemblablement, n'a pas en retour. Et là, on ne parle pas de se tromper dans le sens tromper l'autre, on parle de se tromper soi. Parce qu'au fond, je ne suis pas fidèle à moi-même, à ce que je suis. Quand j'ai pris l'engagement, et ce n'est pas par rapport à, je sais pas, l'engagement du mariage, qui est de dire on s'accepte pour le meilleur et pour le pire. Bien sûr, si on s'acceptait que pour le meilleur, ça serait... Je ne sais même pas si ça aurait un intérêt. Parce qu'on apprend aussi dans ces moments de, peut-être pas de pire, mais de difficile. Et donc l'engagement pour moi, ça a à voir avec cette valeur de se dire je mets de l'énergie, je mets dans mes convictions, dans ce qui compte. Et c'est cet engagement, qu'on soit dans un engagement politique, dans un engagement sportif, que dans un engagement de famille, dans un engagement de projet, d'entreprise, peu importe, c'est de mettre cette énergie au service de la cause, c'est quoi la cause qu'on a définie. Mais si cette cause n'est pas définie, à ce moment-là, c'est quoi? Moi, je me suis engagé dans l'amour. Et si l'amour disparaît, ou n'est plus, est-ce que j'ai au moins, je sais pas, la tendresse, comme on disait dans le film, mais la tendresse, bordel. Bah ouais, s'il n'y a pas au moins la tendresse, qu'est-ce qui reste? Et donc ça peut être des personnes qui se retrouvent piégées dans un engagement. Je le vois en entreprise, je le vois dans des clubs, je le vois. Voilà, moi j'étais dans des engagements d'une fidélité extraordinaire, et souvent, bah ça se fait au détriment de moi. C'est pas juste. Et donc c'est là que les changements peuvent intervenir. Et c'est pour ça que si vous cultivez la joie dans l'engagement, ça veut dire que vous restez dans cet axe juste. La joie est un signe de cette justesse. Ça n'a à voir avec la justice, ça a à voir avec la justesse. D'accord? Il y a souvent une incompréhension entre le mot juste et le mot justice. La justice, ça a à voir avec des lois, une application de loi. Alors que la justesse, ça a à voir avec un équilibre, une harmonie. Et c'est pour ça que c'est pas des parts égales à ce moment-là. On est plutôt dans l'égalité des droits que dans l'égalité tout court. On n'est pas on fait pas tous la même taille, le même poids, on n'a pas les mêmes difficultés, donc on n'est pas égaux. On est égaux en droit, ou on est équivalent. On ne vaut pas plus. Alors pour conclure sur ce sujet de la culture de la joie dans l'engagement, c'est que pour vous permettre de tenir vos engagements, restez dans la joie, ou en tout cas la joie devrait faire partie de votre chemin, parce que si c'est le cas, vous saurez que votre engagement est juste. Alors que si vous avez pris un engagement et qu'il devient que pénible, c'est pas obligatoirement que l'engagement est mauvais, mais comment vous le faites. Des fois on confond le quoi et le comment. Et le quoi était, je sais pas, peu importe ce que vous avez pris comme engagement, et peut-être que c'est le comment qui est difficile, c'est-à-dire avec qui, la manière dont vous le vivez. Et c'est pour ça que si vous arrivez à remettre de la joie, le comment va se modifier. C'est-à-dire que vous allez devoir vous adapter à quelque chose pour être davantage en joie. Donc peut-être que le chemin était là et le chemin deviendra là. C'est comme tirer des bords pour arriver au même endroit. Mais par moments, le vent est contraire. Mais on peut quand même s'amuser sacrément quand on est... si on est face au vent, c'est compliqué, il va falloir tirer des bords. Et donc quand on tire des bords, c'est là qu'il y a le fun. Donc on peut trouver aussi, dans cette adversité, ce sur quoi je vais m'appuyer en fait. On s'appuie sur le vent. On peut s'appuyer sur les éléments. On peut s'appuyer sur... tu vois, moi je dis souvent que essayer de battre une vague, et oubliez le truc, c'est une claque énorme que vous allez prendre. Par contre, sauter dedans, surfer, ça c'est possible. Et donc ça c'est de la joie. C'est du jeu. Voilà, je vous invite à prendre conscience de comment vous pourriez vous amuser à surfer avec ce qui vous arrive dans la vie, plutôt que de le subir. Et si c'est un engagement, de voir comment vous sortez de cet engagement, ou vous le modifiez,
ou vous l'adaptez à ce qui serait juste pour vous. Et je vous ai promis un conte pour finir, mais juste avant, ça m'a fait penser à à une blague de Coluche à propos du vivant, qui nous dit quelque chose comme ça. Je parlais de la mort ou de la fin de vie, et la phrase de Coluche, c'est « Et si j'ai l'occasion, tant qu'à faire, je préfère mourir de mon vivant ». Alors, c'est un petit clin d'œil au vivant, finir les yeux ouverts. Donc, à vous de voir quelles sont les blagues les histoires qui vous permettent de rester les yeux ouverts, qui vous permettent de prendre du recul, de vous amuser de cette situation. Et moi, souvent, je trouve que les histoires drôles nous permettent d'accepter, un peu comme quelqu'un qui nous charrie un peu, mais qui nous aime bien, et qui nous fait progresser à travers l'humour. C'est un des moyens dans la culture de la joie et de l'engagement. Alors, je vous propose ce conte, qui n'est pas un petit conte, qui est un peu plus long peut-être que d'habitude, qui s'appelle « Les rejetons de l'ombu ». L'ombu, je vous disais, c'est cet arbre emblématique de l'Argentine. Il était une fois un ombu, un arbre somptueux, dans un village. Et cet ombu, il se trouvait au centre de la place. Au centre de la place du village, et on a l'impression qu'il avait vu grandir le village autour de lui. Comme si, en fait, ceux qui avaient créé le village l'avaient fait autour de l'ombu. Et ce village est tellement petit qu'en fait, il ne figure même pas sur les cartes. C'est plutôt un ensemble de hameaux autour de cet ombu. Mais il y a une place, comme on dirait une place du village chez nous. Et cet ombu superbe, il était centenaire, sûrement, ou quelque chose d'équivalent, et il couvrait toute la place. Et il permettait en fait à tous les gens du village qui aimaient venir sur cette place de se reposer sous son ombre. Donc depuis le temps, il y avait des restaurants, des cafés, des bancs. Et venaient là qui voulait jouer aux échecs, qui voulait échanger, qui voulait commercer, qui voulait raconter aussi des histoires, ou bien peut-être aussi échanger un baiser d'amour, des histoires de fraternité, pourquoi pas, comme tout à l'heure, des histoires drôles. Ou des histoires moins drôles. Tout était paisible dans ce village, en fait. Il y a quelque chose de particulier qui se produisait. On aurait pu dire qu'il y avait une sorte de protection naturelle posée par cet arbre immense. Et ce jour-là, le garde champêtre annonça une nouvelle. Il était arrivé quelque chose au vieil ombu. Ses feuilles avaient jauni. Son écorce se mettait à craqueler. Alors il annonça que l'ombu était malade. C'était comme si c'était définitif, quoi. Et la conjoncture était telle que, à l'écouter, il allait mourir. Et en même temps, on voyait des rejetons apparaître. Qu'en dire ? Quoi penser ? Alors ce soir-là, sur la place du village, chacun commençait évidemment à discuter de ce qu'il fallait faire. Il y avait celui qui pensait qu'il fallait supprimer les rejetons pour permettre à l'ombu de se revivifier, parce que c'était évident que c'était à force de pomper l'énergie que les rejetons étaient en train de tuer le vieil arbre. Et il y avait ceux, au contraire, qui disaient, mais non, il faut supprimer le vieux. Ce qui va naître, c'est ça notre chance de demain. Il faut protéger les rejetons. Alors deux clans, mais alors quasiment instantanément se créent. Deux clans, il y avait les défenseurs d'un côté, sur le village là, et puis il y avait les défenseurs des rejetons, et puis les défenseurs de l'ombu. Et au fil de la soirée, en fait, la discussion s'est envenimée. La nuit est passée par là, ça a calmé les esprits, mais en réalité, chacun a réfléchi, et puis les deux clans se sont retrouvés, en fait, à préparer des tactiques. Exactement comme si on était dans un débat politique et dans lequel il y avait un ennemi. Alors, les défenseurs de l'ombu, comme ils se dénommaient,
expliquèrent que la seule solution, c'était de supprimer les rejetons. Voilà, il n'y avait pas d'autre solution. C'était des parasites et ils avaient affaiblissé l'arbre. Donc l'arbre était en danger, donc il fallait donc les éliminer. Et donc pour les autres, bien sûr, les défenseurs des rejetons, les défenseurs des jeunes pousses, il fallait abattre le vieil arbre, c'est certain, c'était sa fin de vie. Et il fallait juste admettre qu'il mourrait, quoi. Il fallait tout simplement protéger ceux qui naissaient. Et les discussions et les disputes s'envenimèrent jusqu'au lendemain matin. Les nuits suivantes, on arriva jusqu'aux insultes. Waouh! Mais quand je vous dis que la police a dû intervenir, c'est plutôt le policier, parce qu'il n'y avait pas vraiment de police dans ce petit village. Il y avait quelqu'un qui faisait un peu office de policier, qui avait été dans la police avant, et puis, mais je peux vous dire qu'il avait fort à faire. Chaque groupe décida de s'enquérir d'une tactique, même d'une stratégie pour attaquer l'autre. Certains commencèrent à armer de sécateurs, de pelles et de pioches à s'attaquer au rejet, tandis que les autres, eh bien, ils partaient chercher une tronçonneuse pour abattre l'arbre. Ça devenait délirant. Chacun s'approchait de l'arbre avec l'envie d'étriper l'autre ou de l'empaler. Ce village qui avait été si paisible pendant tant d'années, grâce à l'embut, on pourrait dire qu'à cause de l'embut, aujourd'hui, eh bien, ça devenait une guerre civile. Bon, les défenseurs de la vie contre les défenseurs de l'embut. Donc après plusieurs nuits, la manifestation de haine grandit. Des bagarres, Ouais, je crois même qu'on compta jusqu'à 6 personnes à l'hôpital. Pour blessure, hein, bien sûr, il n'y avait pas de mort. Mais enfin, on en était déjà à 6 personnes à l'hôpital. Pour un si petit village. Alors, dans ce genre de situation, il y a toujours quelqu'un qui pourrait répondre, qui pourrait trouver une solution. Alors ce quelqu'un, en fait, c'est le vieux. Le vieux, c'est celui qui avait créé le village. Bon, on supposait même qu'il avait planté l'embut, donc c'est pour dire qu'il devait être lui aussi centenaire, quoi. Alors le garde champêtre, il alla chercher le vieux. En se disant, lui, il doit savoir ce qu'il faut faire. Et le vieux, il agréa avec le garde champêtre qu'il viendrait demain matin. Bah, ce fut annoncé à tout le monde, donc tout le monde était là. Tout le village était là, même ceux qui n'étaient pas concernés du village d'à côté, quoi. Et le vieux centenaire qui avait fondé le village, qui avait même dessiné les rues, qui avait attribué les terrains, qui avait aidé les gens à construire, on l'appelait le créateur, quoi. Tout le monde respectait sa parole. Il parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, tout le monde écoutait. Alors le vieux, il avança. Certains ont voulu l'aider, il repoussa d'une main encore assez alerte. Il monta sur l'estrade et leur cria « Imbécile ! Imbécile ! Vous vous prétendez les défenseurs de l'embut? Les défenseurs de la vie? Mais défenseurs de quoi? Vous n'êtes capable de rien défendre du tout. Votre seule intention est de détruire, de tuer. Vous ne vous rendez pas compte que votre erreur vous a amené déjà 6 personnes à l'hôpital. Vous êtes prêt à tout faire, même si vous vous trompez. L'embut n'est pas une pierre, c'est un être vivant. Et en tant que tel, il a un cycle de vie. Oui. Et ce cycle implique qu'il donne vie à d'autres rejetons, à d'autres parties de lui-même. Mais pour autant, ces rejets, idiots que vous êtes, ne sont que des rejets. C'est pourquoi il ne pourrait vivre sans l'embut, même si celui-ci est malade. Si l'embut mourait, alors ces rejetons mourraient avec lui. Ça va, c'est clair? Donc préparez-vous, défenseurs de la vie, entraînez-vous et armez-vous, parce que bientôt viendra l'heure de mettre le feu à la maison de vos parents, avec eux à l'intérieur, bien sûr, parce qu'ils sont trop vieux. Et puis bientôt vous vieillirez et vous deviendrez vous-même gênant sur ce chemin. Alors, qu'est-ce que on va faire de vous? Voilà ce que j'ai à vous dire. Et vous, défenseurs de l'embut, préparez-vous aussi et exercez-vous avec les rejets. Vous devez être prêts à écraser et à tuer vos enfants lorsque ceux-ci voudront vous remplacer ou vous dépasser. C'est ça? Et vous prétendez des défenseurs?
Et vous vous prétendez des défenseurs alors que ce que vous faites, c'est détruire. Vous ne vous rendez pas compte que vous détruirez aussi inexorablement tout ce que vous avez voulu défendre, tout ce que vous avez voulu créer et qui existe. Alors, je vous le demande, je vous le redemande, il ne vous reste que peu de temps. Ayant dit cela, il descendit de l'estrade. Il reprit le chemin vers sa maison et jamais, on ne le revit. Alors, qu'est-ce que cette histoire m'a marqué? M'a marqué l'engagement, la force avec lequel le vieux s'exprime. Et moi, ça m'a fait penser tout de suite, la première fois que j'ai entendu ce conte. Quand j'étais adolescent, j'adorais l'histoire de France, et j'ai passé beaucoup de temps à lire des récits sur la Révolution française. Et je me souviens de cette phrase de Saint-Just qui disait « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Oh, je trouvais cette phrase, à mon avis, superbe. Mais cette idéologie est une idéologie de tyran, que l'on peut voir aujourd'hui dans toute société. Alors faites très attention à vos idéologies, à vos dogmes, parce qu'ils finissent par vous gouverner. À bon entendeur, salut! Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie, alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur La Traversée.